Je voudrais, pour commencer les enfants, vous dire à quel point la guerre est une chose épouvantable. Je voudrais, pour commencer les enfants, vous dire à quel point la guerre est une chose épouvantable, qu'il faut essayer d'éradiquer à tout prix. Vous en êtes capable. À la fin de mon témoignage, je vous donnerai quelques pistes pour ce faire. Je vous présenterai peut-être ma famille, telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman et 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Et mes frères, Robert, n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous souffrions. Nous habitions Roubaix à l'époque. L'on voyait dans la ville déambuler ces nazis, ces soldats, casqués, bottés, le fusil sur l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous, les enfants. Vous savez bien sûr, évidemment, qu'il y avait des catégories d'êtres humains destinés à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler? Des Juifs, n'est-ce pas? Mais pas seulement. Des Juifs, des Tziganes, des malades mentaux. Ces êtres-là étaient destinés à périr. Et je suis parmi vous aujourd'hui. C'est une grande revanche sur les nazis. Voilà notre histoire à nous, à notre famille. Une histoire bien triste, vous verrez, mais plein d'espoir également. Je vous disais que les Juifs étaient particulièrement destinés à mourir. Pendant cette période, ils portaient l'étoile, n'est-ce pas? Donc étaient facilement repérables. De plus, ils devaient se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom et adresse dans les mairies, les préfectures. Et puis surtout, tout leur était interdit. Les adultes perdaient leur situation. C'était dramatique dans les foyers. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas. Même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était indiqué « Interdit aux Juifs ». Bien sûr, vous vous rendez compte à quel point nous avions peur. Comme je vous disais, à Roubaix, nous habitions près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années terribles qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous 3 dans sa propre famille. Vous vous rendez compte d'un geste merveilleux? Vous savez, ces familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportées à leur tour. C'était très courageux. Nous avons donc été tous 3 placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. À l'époque, ils avaient déjà 3 enfants, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs, comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous entouraient de beaucoup d'affection, nous y étions bien. Cependant, nos parents nous manquaient bien un peu. Nous ne prenions pas de risques, donc nous ne les rencontrions pas, ça nous manquait. Cependant, un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés, bien à tort, qu'il n'y avait plus de risque, nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée.
Vous savez, à ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'eût été fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer, afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre. Et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était très simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste imprimée dans ma mémoire à tout jamais. Parce que figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous les enfants avions préparé nos présents, des récitations, de jolis dessins. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambouriné aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin l'on ne pouvait s'isoler, et criaient sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous !» en un temps record. Il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ses soldats, qui schnell los nous poussèrent dans les escaliers. Et cependant, il y a des souvenirs qui restent gravés à tout jamais dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants, de ces nazis. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnell los, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los. Je pense que vous en avez tous entendu parler, n'est-ce pas? Cette prison près de Lille. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes. Maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, avec angoisse, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien. Nous ne sommes restés que peu de temps, 2-3 jours dans la prison de Los. Ensuite, l'on nous transféra dans une autre prison en Belgique, à Bruxelles, la prison Saint-Gilles. Vous savez, les déportés du Nord, Pas-de-Calais, sont pratiquement tous passés par la Belgique, parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette prison trop exiguë, trop étroite,
Je remarquai cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite fille Stella. Je parle toujours de Stella parce que cette petite allait par la suite nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que peu de temps à Saint-Gilles, 2-3 jours. Ensuite, l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Malines en Belgique est l'équivalent de Drancy en France. Dans ce camp, bien entendu, il y avait des SS allemands, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval et Kopf, tête. C'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et comptaient. C'était terrible, n'est-ce pas? Je ressens encore cette angoisse. Et puis, bien entendu, c'était en plein hiver. Donc, certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas bien nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient à l'extérieur se laver en pleine bise, à l'eau froide bien entendu. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les enfants, ça ne signifiait pas grand-chose. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous. Auparavant, nous devions subir un nouveau contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons, au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle. À l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus. Comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait si mal devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS, qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation, il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous, pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je n'oublierai. Ensuite, l'on nous mena dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. Je pense que vous en avez tous vu, n'est-ce pas, dans les documentaires. Ces wagons en bois où il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette est le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. L'on ne nous a pas ménagés.
Au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Schnell los, ils nous poussèrent jusqu'au Washraum. Le Washraum est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur. En français, bien sûr, mais surtout en allemand. Si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. L'on avait tout intérêt à retenir son matricule, qui est resté gravé dans ma mémoire. En allemand, cela donne 25 612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne, nous n'avions plus de nom, plus d'état civil. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire de ce matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer. C'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir, l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. Et de chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie chambre, salle. Dans chaque Stube, il y avait les fameux chalis que vous connaissez vraisemblablement, ces étroites couchettes en bois munies d'une paillasse et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalis, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalis. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, en arrivant, couchions dans le bas. Dans le premier chalis, maman et mon tout petit frère André. J'étais dans le chalis d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha Desrumeaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien. Ça s'est passé il y a si longtemps, n'est-ce pas? Mais sachez qu'à l'époque, Martha Desrumeaux était une femme du Nord très connue, très célèbre. C'était une grande communiste, une grande résistante. Elle couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétard. Et au 3e étage du chalis couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt.
Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Tout le monde ensuite se précipitait au vacherom. Je vous disais tout à l'heure, le vacherom est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette. Le vacherom du bloc 31 était une pièce énorme dans laquelle il y avait un grand bloc de pierre. Dans ce bloc étaient insérés quelques fins tuyaux d'où s'échappait un mince filet d'eau froide, bien entendu. Nous n'avons jamais connu d'eau chaude dans les camps. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions, ce qui fait que chaque jour c'était la bousculade dans ce vacherom. Et nous n'avions qu'un temps limité pour ce faire. Pour éviter cette bousculade, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, « Les enfants, on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. » Et pour être digne, il faut avoir l'air correct, n'est-ce pas? Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Ensuite, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz, mais parfois il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur. Puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable. Nous devions tous nous y rendre. Et c'était tellement pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger. C'était atroce. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédées. Ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Et tant qu'ils ne retrouvent pas l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger. C'était atroce. Je revois certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt, l'SS lançait son chien qui venait nous mordre avec ses crocs menaçants. Nous en avions une peur bleue. Je revois également pendant l'appel certaines femmes plus âgées, plus maladives que d'autres, qui se pinçaient les joues, qui se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues. Parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais. Après l'appel, les femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis.
elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux chasse-colonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Vous savez, les déportés affectés à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'armée, l'on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'arbeit. Maman était une femme petite, menue. Elle manipulait des outils, pelles et pioches plus lourds qu'elle, donc souffrait beaucoup physiquement. Mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de l'arbeit, maman se demandait avec angoisse, « Vais-je retrouver mes petits-enfants » Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai compris cette angoisse quotidienne pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler, nous étions trop faibles, trop chétifs, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient terriblement longues, nous avions peur de tout. Nous restions enfermés dans nos blocs toute la journée, l'hiver surtout. Vous savez, à l'époque en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux, la température pouvait descendre jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés. Et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres robes rayées. Donc nous restions enfermés. Et les journées n'en finissaient pas. Nous ne commencions qu'à respirer, qu'à être heureux le soir avec le retour de maman. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, parce que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la baraque, le bloc. Et nous ne jouions plus, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux, bien entendu, donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Il y avait également les furoncles, ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus. Bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au révire, l'on était dispensé de l'appel, et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au révire. Mais ce tout petit enfant, sans sa maman, avait si peur, pleurait tant, qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait de ces furoncles, ces affreux boutons, sanguinolents, pleins de pus, qui, curieusement,
s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furoncles, c'est toute une petite calotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au Révire. J'avais une forte dysenterie. Et au Révire également, nous avions très peur, nous les enfants, sans maman. La nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de propension. La nuit, on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. On entendait les toux des tuberculeux. On entendait les râles des mourants. C'était tellement impressionnant. Et cependant, nous sommes restés si longuement dans cet affreux camp de Ravensbrück, souffrant terriblement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés, affectés à cette tâche, allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers, il n'y avait que de l'eau. Et cependant, ces grands bidons étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux vus, des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens. Tant nous avions faim, nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage. Un morceau de pain noir allemand bien dur et parfois un morceau de Käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans tous les camps de concentration. Souffert, bien entendu, du froid intense. Nous n'avions rien, n'est-ce pas, pour nous protéger. Mais souffrir surtout de la peur constante. Nous, les enfants, nous avions si peur de ces SS, de ces nazis. Et cependant, comme je vous le disais, nous sommes restés près de 2 années, plus d'1 an et demi dans cet affreux camp de Ravensbrück. Début février 1945, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des femmes avec petits-enfants, il y avait également de toutes jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées, il n'y a pas bien longtemps, dans le camp enceintes. Et lorsqu'elles avaient accouché, avec l'aide d'autres déportés, on gardait leur bébé, était donc là. Vous savez, au début, à Ravensbrück, lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait. Et les nazis poussaient le vide jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un bébé pour passer de vie à trépas. Donc, nous devions partir. Partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. L'on ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés à nouveau dans une gare.
À nouveau, il y avait ces wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück. Et à nouveau, avons voyagé 4-5 jours, toujours sans manger, sans boire, la tinette, je vous disais le seau hygiénique, qui parfois dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage effrayant. Et nous étions si serrés. Parfois la nuit, maman se mettait debout, afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Bien entendu, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui qu'on se rendait compte des affres de la nuit. Au bout de ces 4-5 jours, le train s'est arrêté. Nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, des camions nous attendaient. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans ces wagons, ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons, eh bien c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons ensuite étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde. Tout le monde n'avait pu voir cette scène atroce. Et certaines déportées, plus âgées, plus fatiguées que d'autres, étaient toutes heureuses de trouver un siège pour s'y asseoir, ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène? Ces camions n'ont roulé que peu de temps, quelques dizaines de kilomètres, se sont ensuite arrêtés. Nous sommes tous descendus, mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. À bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait partout des cadavres qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi, nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme pièce, et que parmi nous, il y avait des grands malades, il y avait des morts. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades. Il a fallu courir à l'appel. Et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on a appelé également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres. Vous savez, à partir de ce moment-là, on perdait courage. On mangeait encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, nous constations, au bout d'un certain temps, que maman, décidément,
était bien étrange. Elle gisait auprès de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions pas. Elle qui avait été si formidable à Ravensbrück, qui ne vivait que pour ses enfants, qui se privait pour nous, qui nous donnait une part de sa maigre pitance. Eh bien là, elle était très, très bizarre et nous étions terrifiés. On se laissait aller. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. La mort eût été préférable à cette vie de bête. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen. Je revois encore leurs yeux effrayés. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'en croyant pas leurs yeux. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits, ils ont commencé à distribuer de la nourriture. Je revois encore les grands pains ronds de campagne, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un coup. Eh bien, les statistiques le disent. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade, mais d'abord les cas les plus graves. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le flectyphus. Les déportés étaient remplis de boutons sanguinolents, répugnants. Parfois, heureusement, ils s'en tiraient. Il y avait en second lieu le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les malades atteints du Bauchtyphus avaient la diarrhée, la dysenterie, faisaient sous elles, n'avaient pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Et la 3e forme de maladie est le Kopftyphus. Je vous disais au début, Kopf signifie tête. Les malades atteints du Kopftyphus étaient pitoyables, gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. C'était un spectacle lamentable. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le Kopftyphus, ce qui explique son comportement étrange. Elle fut emmenée au Révire et pour nous 3, sans maman, nous étions perdus. Cependant, les Anglais commencèrent à organiser le rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée, il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, un grand jour est arrivé, nous pouvions quitter enfin Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux. Avec mon frère Robert,
nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons, avions entassé la nourriture, confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable. La tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles ne le portaient plus, il ne savait plus marcher, je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de maladie, de faiblesse, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et tant bien que mal nous sommes arrivés dans une gare, où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. Parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on n'en pouvait supporter. Ce voyage de retour a été long. Les voies ferrées étaient souvent bombardées. Et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Le lendemain matin, nous reprenions la route. Un jour, nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait un monde fou. Les familles étaient au courant du retour des déportés. Nous étions arrivés en Belgique, à Bruxelles. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles. La musique à tue-tête. Tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement dans notre coin. Maman nous manquait beaucoup. Puis le train a repris sa route, est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il est resté du reste. Il existe toujours. Mais pendant la guerre, il a été réquisitionné par les nazis. Et à la fin de la guerre, la plupart des déportés y sont passés. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Vous savez, les familles, comme je vous le disais au courant, étaient venues avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, avec leurs noms écrits en grand, pour voir si nous les reconnaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. C'était des scènes très touchantes qui ont duré toute la journée. Ensuite, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres, d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état épouvantable. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas beaucoup le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait nous recueillir tous trois quelque temps dans sa famille, ce qu'ils firent avec grand cœur, lui et son épouse. Comme nous étions bien chez eux, ils nous donnaient beaucoup d'affection, d'amour. Je revois encore le dentiste qui chaque soir nous prenait sur son dos pour nous mener dans nos chambres, tant nous étions faibles. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante qui habite dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches, a retrouvé leur adresse. Ma tante, un jour, est arrivée à Paris venant nous chercher. Comme elle était maigre, la pauvre femme,
Mais elle était si heureuse de nous retrouver. Et nous donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train pour les Deux-Sèvres. Arrivés dans la gare, il y avait foule, les familles, les photographes, des journalistes. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. 3 petits-enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettaient pas de rester dans la famille. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium. Un préventorium est une maison de convalescence. Nous y étions bien, forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours bien seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman. Maman qu'on n'espérait plus, qui était là devant nos yeux, d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là, la vie reprenait un sens. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner. Mais on ne pouvait y rester indéfiniment, n'est-ce pas? Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous avons donc repris le train, sommes arrivés dans le nord, avons retrouvé la maison, mais dans quel état? Il n'y avait plus rien chez nous, tout avait été pillé, 100%, même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin chez nous, mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, vous savez. Chacun amenait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Puis, au bout d'un certain temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour, nous allons essayer de reprendre notre vie d'avant. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Malines, maman, les 3 enfants avons été dirigés sur Ravensbrück, eh bien, papa, lui, avait été envoyé dans le grand camp pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de faim également. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de Juifs qu'ils emmenèrent hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, nous nous retrouvions orphelins. C'était dur pour maman, qui devenait veuve avec 3 petits-enfants à élever. Ah, ce que nous avons connu des années difficiles, vous savez, après notre retour. Et nous ne pouvions en parler. Nous étions traumatisés par ces souffrances. Et si de temps en temps, malgré tout, l'on s'y risquait, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait, ne nous croyaient pas, ça nous vexait au plus haut point et l'on se taisait. Mais en ce qui me concerne,
avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il fallait que je rencontre des jeunes. Pourtant, je vous assure, j'étais si timide à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner, peu au début, et de plus en plus, à l'heure actuelle, je suis débordée, n'est-ce pas, de demandes. Je suis la seule dans le Nord qui reste pour ce faire, n'est-ce pas? Tous les autres sont déjà décédés. Et vous savez, même les déportés, heureusement, il y en a encore quelques-uns en France, mais ils ont tous au moins une dizaine à 15 ans de plus que moi. Trop âgés pour témoigner. Moi-même, je ne suis plus tellement jeune. Au fait, avez-vous une idée de mon âge? Je vous ai mis sur la voie. Je vous ai dit qu'en 1943, je venais d'avoir 11 ans. Quel âge j'ai aujourd'hui? 85 ans bientôt. Non? 5. Ah, je sais mon âge. 85 ans. Et vous voyez, je témoigne encore sans cesse. Pour moi, c'est indispensable. Et ce n'est pas facile, vous savez, que de témoigner. Toujours se remémorer ce passé qu'on ne peut pas oublier. Mais on voudrait se reposer un peu. Mon mari me dit toujours, fais une petite pause, tu te fais du mal, arrête. Je lui dis, tu as raison. Mais dès qu'il y a une demande, je ne peux faire autrement que de dire présent, présent. Parce que pour moi, il est tellement utile de rencontrer des jeunes. Et vous savez, les jeunes, je les aime, moi. J'en aurai jamais de trop, n'est-ce pas? Et je tiens toujours à témoigner vaillante, avec le sourire, toujours debout, n'est-ce pas? C'est ma façon de faire, avec bien du rouge à lèvres. C'est moi cela. Eh bien, et les jeunes me le rendent bien. Vous savez, je leur dis, les enfants, vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté. C'est vous qui aurez à transmettre. Je compte sur vous pour cela. Je peux le faire, je le sais. Et puis, je demande aux jeunes, surtout, d'être vigilants. Vous savez, tout peut revenir. Le mal est partout. De façon différente peut-être, mais il faut être vigilant, être courageux, ne pas laisser dire n'importe quoi. Là aussi, je compte sur vous pour cela. Et puis, il faut, les jeunes, que vous combattiez le racisme. Le racisme, c'est un fléau à notre époque. Il faut combattre aussi l'antisémitisme qui malheureusement perdure, combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Il faut être tolérant, les enfants. Je dis toujours aux élèves, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, est-ce qu'on n'est pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous entendre avec nos différences. Ces différences ne font que nous enrichir. Et les élèves le comprennent bien. Je vous assure, je reçois des lettres épatantes des élèves. Ces élèves qui m'aident à poursuivre. Je vais vous en résumer deux qui m'ont particulièrement ému. La première, c'est une jeune fille de terminale qui m'écrivait « Madame Léniel, je n'avais pas envie de venir vous écouter. C'est mon prof qui m'y a obligé. Parce que vous comprenez, je suis palestinienne et j'ai beaucoup souffert ainsi que ma famille. Mais maintenant que je vous ai entendu, je me rends compte à quel point vous-même avez tant souffert. Vous avez perdu votre papa dans les camps de concentration. Et cependant, il n'y a jamais de haine dans vos paroles. Vous ne parlez que d'amour, de paix, de tolérance, comme c'est beau. Et elle terminait en mettant « Madame,
J'aimerais pouvoir un jour vous ressembler. Vous ne trouvez pas que c'est une lettre merveilleuse? Ça m'a donné des forces nouvelles. La seconde, c'est celle d'un petit collégien, un petit maghrébin, qui m'a fait une lettre adorable, truffée de fautes d'orthographe. Mais moi, j'ai dit, je ne fais pas attention aux fautes. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Et il m'écrivait, bravo, Madame Léniel, j'ai tout compris. Dès ce soir, j'en parlerai dans ma famille. Plus tard, j'en parlerai à mes enfants, à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je me suis dit, il voit loin ce petit. Et il terminait en mettant Mohamed, votre plus grand fan. Et j'ai trouvé ça bien joli également. Vous voyez, les enfants, c'est pour vous dire à quel point vos lettres me font plaisir. Si jamais l'envie vous en prenait de m'écrire, sachez que vous me feriez de grandes joies. Vous donneriez votre courrier à vos enseignants qui me les feraient parvenir. Et je remercie d'avance tous ceux, celles qui le feront. Vous savez, mes frères, maintenant, habitent dans le sud de la France. Je ne les vois pas souvent, je n'ai pas le temps. Je témoigne de trop, n'est-ce pas? Mais de temps en temps, heureusement, nous nous rencontrons. Je leur montre les lettres des élèves, les magnifiques lettres. Ils sont jaloux de moi, mes frères. C'est trop beau. Mais voilà, les enfants, j'ai terminé mon témoignage. Pas tant, je regardais malgré la chaleur, vous étiez tout écoute. Eh bien, je vais vous donner un petit plus. Vous le méritez quand même. Et je vais chanter pour vous. Cela vous étonne, n'est-ce pas? Mais ce sont des petits chants très spéciaux. Je vais vous dire de quelle façon je les ai apprises. Vous savez, à Ravensbrück, au bloc 31, nous avions entre autres une Stubova tellement épatante, une dame tchèque avec un cœur gros comme ça. Elle souffrait tant de voir ses petits-enfants malheureux, les mamans parties à l'arbeit, au travail, les enfants seuls. Donc, quand il n'y avait pas trop de nazis, de SS dans les parages, elle nous rassemblait et nous disait « Chante quelque chose ». Mais nous ne savions pas chanter, nous ne nous y attendions pas. Elle insistait, cette dame. Elle avait tellement bien compris qu'en pensée, au moment de nos chants, nous étions déjà hors du camp et c'était des moments exceptionnels. Et vous voyez, plus de 70 ans après, je n'ai pas oublié certains de ces petits chants. Au début, j'annonnais. Je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. J'essayais de faire traduire et je me suis rendu compte que c'était toujours très innocent, très enfantin. Voilà, je vais essayer d'en restituer quelques-uns. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Sla, kindje sla. De beutelopen es gaat met 4 witte voetjes, die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap, de beutelopen. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait. Vous voyez comme c'est innocent. Il y avait des enfants polonais. Une courte récitation. Kotkidva, Chariburi, Obidva, nic nie będą robiły, tylko Lili bawiły. Là encore, il s'agit de 2 petits chats qui ne voulaient jouer qu'avec Lili. Vous savez que c'est mon prénom? Ellie, Ellie. Vous voyez, dans le cas où vous m'écririez, je ne perds pas le nord. Hein? Il y avait des enfants tchèques. Une berceuse également. Pasla, ovečky s zelenem haječku, pasla,
ovečky se berte se, ja na něj dupi dupi dup. Ona zas cupi cupi cup. Ovem, ovečky se berte se. Là encore, il ne s'agit que d'une bergère et de ses petits moutons. C'est toujours très tendre. Vous savez, je vous le disais, nous sommes arrivés à Ravensbrück en décembre. Noël était tout proche et l'on chantait en allemand, ce que l'on chante partout en Europe. Vous la connaissez bien sûr, cette chanson en français. En allemand, ça donne ceci. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zum Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Et vous savez, je vais chanter tout à l'heure, si vous le voulez, je vous raconterai l'histoire de Stella. Mais Stella m'a appris une chanson en russe. Vous savez que les déportés, nous nous rendons fréquemment dans les camps de concentration avec des élèves, avec des enseignants. Et un jour, j'ai retrouvé Stella. Nous échangions nos souvenirs d'enfants, de camp, n'est-ce pas? Et Stella me dit, pour compléter ta collection de langues étrangères, veux-tu que je t'apprenne un refrain russe? Mais j'ai dit, bien entendu, je suis preneuse. Et elle m'a donc appris un refrain que connaissent vos parents, ou plutôt vos grands-parents, n'est-ce pas? Parce que c'est une chanson qui existait en français. Le titre en était tout simplement « Le temps du muguet ». En russe, ça donne ceci. Nie slishnuj v sadu, daže šoro i всюзде замело до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Et pour terminer, la plus belle d'entre toutes, la française bien entendu. Vous savez, c'est une... À l'époque de la guerre, il y avait un chanteur très connu qui s'appelait Charles Trenet. Il avait fait une chanson, le titre était tout simplement « Je chante ». À Ravensbrück, au bloc 31, nous avions conservé la musique, la mélodie, en changeant les paroles pour y mettre notre quotidien. Et voilà ce que cela donne. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir, et c'est ce, ah quel rasoir, à cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis, à cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterruhe, ça veut dire silence, Bitterruhe,
Entendons crier partout, Béteroue, l'on devient fou. L'SS ne fait que nous insulter, elle crie comme une enragée. Et nous terminions avec Geneviève de Gaulle par ce chant de victoire. De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie, si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Voilà.